Opinion. Opinion de ce dimanche, on reçoit pour vous Mac-Valet Goubali, ingénieur en énergétique et chef du service du suivi évaluation à l'école de formation des personnels d'encadrement de l'éducation nationale. Joseph Adjaïton, enseignant de langue étrangère et écrivain. Et Romain Docmon, président d'ONG spécialisé dans la formation et l'insertion professionnelle. Ils vont opiner sur le thème « Politique du Bénin sur le plan de la formation et d'insertion professionnelle des jeunes, forces et faiblesses ». Opinion, c'est ce dimanche sur la 95.3 FM de 10h30 à 11h30 minutes. Participez à l'émission en composant le 96 96 17 00 ou le 95 76 95 85. Opinion, prenez donc le rendez-vous. Bonjour, l'éducation est essentielle pour le développement d'un pays. Le gouvernement du Bénin sensibilise les parents à l'effet d'envoyer les enfants à l'école pour mieux servir la nation demain. Des cadres, nous en avons, mais beaucoup de jeunes se retrouvent à la maison à l'issue de leur formation dans presque tous les domaines. Pour mieux gérer la problématique de l'emploi, le gouvernement pense donner priorité à la formation technique, scientifique et professionnelle les années à venir. Cette option était la meilleure. Politique du Bénin sur le plan de la formation et l'insertion professionnelle des jeunes, forces et faiblesses est le thème de l'émission Opinion de ce dimanche. Nous avons dans ce studio M. Mac-Valet Goubali, ingénieur en énergétique et chef du service du suivi évaluation à l'école de formation des professionnels d'encadrement de l'éducation nationale. M. Goubali, bonjour. Oui, bonjour Madame la journaliste. Dans ce studio également, M. Joseph Adjaïton, enseignant de langue étrangère et écrivain. Bonjour à vous. Bonjour Madame la journaliste. M. Romain Docmon, président d'ONG spécialisé dans la formation et l'insertion professionnelle. Bonjour. Bonjour Madame. À la partie technique, Roland Taumon, au micro, Nathalie Alotipa. Les auditeurs pourront intervenir dans ce débat dans 30 minutes en composant deux numéros 96 96 17 00 95 76 95 85. Alors, Monsieur Joseph Adjaïton, vous êtes enseignant des langues étrangères et écrivain. Comment appréciez-vous la formation des jeunes dans notre pays? Merci beaucoup, Madame la journaliste. Je dirais que en ce qui concerne la formation des jeunes, ça ne répond pas encore aux attentes. En ce qui concerne, ce n'est pas en adéquation avec le marché de l'emploi. Parce que, parce que aussi les jeunes aussi ne savent pas choisir. Et aussi, même les filières qui sont choisies aussi, les filières qui existent ne répondent pas aussi aux attentes, aux besoins du marché. Donc, bref, ce n'est pas la formation, ça reste à faire, ce n'est pas en adéquation avec le besoin de l'emploi. Monsieur Romain Docmon, sur la même question, comment appréciez-vous la formation des jeunes dans notre pays? Merci beaucoup, Madame la journaliste. D'entrée de jeu, je voudrais saluer nos auditeurs, nos aimables auditeurs, et remercier le promoteur de la radio RTU et le personnel qui s'échinent chaque fois à nous appeler pour opiner sur des questions d'actualité. Merci beaucoup. Concernant la formation, d'abord, quand on dit formation, en quelque sorte, c'est l'éducation. Et Nelson Mandela disait que l'éducation, c'est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Et dans le même sens, Philippe Murier disait: apprendre, c'est avoir un projet. C'est se projeter différent dans l'avenir. Qu'est-ce que ça dit? Ça voudra dire quoi? Aujourd'hui, lorsque nous voulons faire une formation, on devait avoir, au début, un projet. Se faire former serait pour nous un projet. Et la question que nous allons nous poser, c'est que, est-ce qu'aujourd'hui, le jeune qui se fait former a-t-il un projet? Et la réponse, c'est non. Non, en ce sens que vous êtes sans savoir que nous sommes coordonnateurs d'un groupe qui forme les jeunes, groupe Le Point, et président d'une ONG Aide Afrique, et qui c'est Chine, qui travaille dans ce sens. L'objectif, c'est donner l'employabilité de la jeunesse.
Dis-toi, cette année, en 2021, le système éducatif a envoyé sur le terrain plus de 53 000 jeunes bacheliers, nouveaux bacheliers. Et lorsque tu demandes à un jeune bachelier, tu veux devenir quoi? Il te répond, je ne sais pas encore. Et ça voudra dire, c'est là le grand problème. Ça voudra dire que 15 ans de formation, maternelle 1, 2, tout ça là, le jeune n'arrive pas à savoir ce qu'il va faire. Son avenir professionnel est incertain. Et là, à qui nous allons nous confier? Qui est l'auteur principal? Et là, je reviens mon professeur qui dit le système de formation béninois, pour moi, est à repenser. Merci beaucoup. Le système de formation est à repenser. Vous partagez son avis, M. Goubali. Oui, bonjour, Madame Alachikpa. Je voudrais, à la suite de mon prédécesseur, saluer les auditeurs de RTU, saluer nos parents, les jeunes surtout, qui doivent être très intéressés par cette émission, pour leur dire de vraiment prêter écoute à l'émission, parce que je note dès l'entame que la problématique est abordée avec soin. Je salue aussi les responsables de la radio et vous-même pour nous avoir conviés à ce débat-là qui vise à instruire quelque peu la jeunesse et surtout peut-être à donner des opinions qui permettront aux autorités à divers niveaux de mieux réorienter la politique nationale de l'éducation et de la formation des jeunes. Le système éducatif est à repenser, et ça là c'est un discours récurrent. C'est le leitmotiv de tous les acteurs, parce que nous sommes dans un contexte où les jeunes, les uns les plus diplômés que les autres, sont là et ils n'ont pas le petit job qu'il faut. Au même moment, et tenez-vous tranquille, il y a des entreprises qui veulent recruter des personnes d'une qualification donnée et qui n'en trouvent pas. C'est aussi terre à terre que cela, et qui montre que ceux qui ont été formés et qui se disent diplômés n'ont pas été formés pour répondre à l'attente de ces entreprises. Donc le débat est là, et le chef de l'État a eu l'occasion de s'en convaincre en lançant 1000 chantiers à la fois, que ce soit en termes de bâtiments, de travaux publics, de routes, que ce soit en termes du numérique. Vous voyez, depuis 2016, le Bénin est en chantier dans tous les domaines. Et il a fallu le lancement de ces chantiers-là pour se convaincre de ce que il y a bien des entreprises qui veulent recruter des Béninois, des jeunes Béninois, mais ils ne trouvent pas le profil recherché. L'exemple le plus flagrant est là. C'est des entreprises qui veulent développer la fibre optique pour qu'il y ait l'Internet dans tous les 4 coins du Bénin. Et il y en a plein qui sont dans ce domaine et qui veulent recruter des ingénieurs, des jeunes ingénieurs béninois, capables de travailler sur les fibres optiques. Ils n'en ont pas eu. Ça, je vous dis la vérité, ils n'en ont pas eu. Et le chef de l'État, en colère, parce que lui, il a mobilisé des ressources pour investir dans le pays, mais en investissant, il souhaite que ses concitoyens béninois profitent de l'investissement en travaillant sur les projets. Mais lorsque les entreprises attributaires des différents marchés finissent par recruter de la main-d'œuvre de l'extérieur, parce que naturellement il n'y en a pas au Bénin, ça choque. Ça choque. Et vous n'êtes pas sans savoir, il y a eu un conseil des ministres il y a moins d'1 an qui a créé l'école des métiers du numérique. Une école créée rien que après le choc là que le gouvernement a reçu, parce que
on n'a pas pu trouver des gens pour travailler sur les fibres optiques. Donc, l'école des métiers du numérique est créée et est sous tutelle du ministère de l'économie numérique. Et désormais, des jeunes à compétences et profils requis vont être recrutés pour être envoyés dans cette école pour se former. Le numérique, aujourd'hui, on ne peut rien sans ça. C'est un métier d'avenir. Le monde entier est en train de tabler sur le numérique pour évoluer, pour éliminer des fraudes, pour faire ci, pour faire ça, pour automatiser la gestion quotidienne de la vie. C'est le numérique. Donc, l'école là est créée. On va envoyer des jeunes là. Ils vont se former. Le chef de l'État ambitionne que d'ici 3 ans, 4 ans, 5 ans, quand il voudra encore investir dans le domaine du numérique, que les jeunes béninois et nos expatriés puissent en profiter. Et ça montre si bien, et je le confirme à la suite de mes 2 prédécesseurs, cela démontre à suffisance que nous avons encore à refaire au niveau de notre système, au niveau de notre plan de formation de la jeunesse. Alors, un jeune sans projet et sans une idée précise sur son métier, est-ce que c'est la faute aux jeunes? Premièrement, non. Parce que n'étant pas informés. Les parents non plus n'étaient pas informés. Moi, même jusqu'au bac, je ne sais pas ce que aussi je voulais devenir. Donc, parce que mon papa a été à l'école jusqu'à un niveau pour savoir quelque chose, ni ma maman, ni personne. Donc, c'est pas la faute aux jeunes. Mais à un moment donné, les jeunes aussi doivent aussi s'imposer. Parce que il ne sait rien de dire, je ne sais pas, non. Parce que l'ignorance, tu vas payer. Si tu es ignorant éternellement, tu vas payer. Donc, il faut se ressaisir. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Les chantiers et du gouvernement, par-ci, par-là, tout ça là, c'est bon. Même, et aussi, encore que c'est à long terme, ce n'est même pas à court terme ou moyen terme, ça peut être aussi moyen terme, mais c'est à long terme. Les jeunes, à un moment donné, doivent aussi savoir s'adapter. Et je vais profiter en même temps pour dire qu'aucune école ne rend quelqu'un grand. Aucune université au monde ne rend quelqu'un grand. Même Harvard School aux États-Unis ne rend quelqu'un grand. Mais ce que quelqu'un connaît, et ce que quelqu'un est en train de faire avec ce qu'il connaît, c'est ça qui le rend grand. Donc, quel que soit ton niveau d'études, moi j'ai fait l'anglais. Donc j'ai fait l'anglais après mon bac. Je voulais continuer l'anglais sur le campus Calafé, mais j'ai dit non. Comme j'ai quelques grands frères au Nigeria, que j'en profite pour aller là-bas. Et je suis allé là-bas, j'ai fait 3 ans. Malgré même qu'ils avaient refusé que je revienne au pays. J'ai dit non, je veux faire parce qu'il y a quelque chose en moi qui me dit d'aller là-bas. Mais il faut aller là-bas. J'ai fini, j'ai 3 ans, j'ai eu le diplôme que je suis revenu au pays. Mais là-bas, je vais dire que le système, en même temps, m'a reformaté. Pourquoi? Parce que là-bas, quand les gens vont à l'école, leur idée, ce n'est pas l'État, du tout même pas. L'État même, c'est en dernière position. Je vais dire même, c'est ceux même qui ont échoué même. Au niveau de l'entrepreneuriat même, qui pensent à l'État. C'est en complètement dernière position. Contrairement ici, qu'en même temps, on va à l'école, déjà CI, déjà là, c'est l'État. Je vais leur faire comprendre de se détromper. Même l'État, quelles que soient les bonnes politiques de l'État, c'est-à-dire, il n'a pas, l'État ne pourra pas, parce que d'abord, même quand on dit qu'on va implanter le lycée ou tout ça là maintenant là, écoutez, les sociétés qui vont les employer, est-ce que l'État va les créer? C'est des questions. Donc, c'est les jeunes même, ils ont leur destin en main. Ce qu'ils ont appris d'une manière ou d'une autre, ils doivent essayer de faire quelque chose avec ce qu'ils connaissent. Sinon, leur salut n'est pas encore aujourd'hui. Hein. Et ce n'est pas un gouvernement ce n'est pas parce qu'on va dire, bon, lorsque tel président va venir et que la situation va changer. Ça c'est faux. Lorsque peut-être un grand frère sera nommé ministre ou bien lui député que les choses vont changer, vous vous trompez. Les jeunes doivent se prendre en charge. Je suis revenu au pays et comme ça, j'ai dit, mais, voir ce qui se passe là, j'ai dit, mais, si je viens au pays là, qu'est-ce que moi-même je vais créer? Parce que chaque jeune a déjà son petit business. Donc, en même temps, j'ai dit ça. Mais j'ai fait l'anglais, mais qu'est-ce que je vais faire avec l'anglais ici? Et j'ai eu certaines écoles m'ont engagé. Et en même temps, par chance, une structure américaine m'a engagé pour enseigner l'anglais de façon pratique, pour former des cadres.
un an, j'ai démarré. Un an après, j'ai démissionné. J'ai démissionné un an après. Le salaire n'est pas mal. Hein. Et de 8h à 15h, là, tu finis. Hein. Mais j'ai quitté. Parce que j'avais déjà l'ambition de créer pour moi. Donc, lorsque j'ai démarré cette structure, 3 mois après, j'ai commencé le processus pour avoir l'agrément, pour ouvrir mon centre. Et c'est comme ça que j'ai eu l'agrément par la grâce de Dieu. Et un an après, j'ai quitté pour m'installer à mon propre compte. Et j'ai l'entreprise, nous formons en anglais. Et je dis, j'ai démarré pour former les gens en anglais, aider les gens de façon pratique en anglais. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus seulement au niveau de l'anglais. Nous formons en chinois, en japonais, en russe, en espagnol, portugais, parce qu'on a grandi avec le temps. Donc les jeunes, quelle que soit ta formation, tu peux toi-même par ta capacité créer ton emploi qui te ressemble. Donc c'est pas forcément la formation technique, scientifique et professionnelle qui permet de devenir entrepreneur. Tu peux être tout, selon toi, c'est dans tes mains. D'accord. Monsieur Romain Lecmont, l'orientation des jeunes, le choix de la filière, est-ce qu'on en parle suffisamment dans les écoles? Merci beaucoup. Avant de revenir à votre question, laissez-moi aborder un peu la problématique que vous venez de développer. Vous savez, nous devons, avec la complicité de l'État, du gouvernement, mettre dans la tête, dans le cerveau, dans le subconscient des jeunes, que quel que soit le gouvernement qui va venir, il ne peut jamais, jamais à lui seul embaucher, prendre même 10% des cadres, des diplômés. Alain Kakoti disait en 2019 que même si on renvoyait tous ceux qui sont dans les administrations et on prenait les nouveaux bacheliers de 2019 qui avoisinaient 40 000, qui va rester encore sur les carreaux 20 000. Ça veut dire quoi? Et Hubert Membredi, le DG ANPE, disait lors d'une séance que l'État n'a le pouvoir d'embaucher, de recruter 4%. Des cadres bien formés. Encore, allez-y voir quel cadre sélectionné. Monsieur Vallet disait tout à l'heure, on est venu chercher la main-d'œuvre au Bénin, on n'en trouve pas. Et comment on veut avoir d'emploi? Et là, le coach Ouedraogo disait, dans l'une des communications, que la bonne information vaut mieux que le doctorat, que le master 2. Est-ce que les jeunes s'informent? Lorsque tu appelles aujourd'hui les jeunes venir assister à des conférences et autres là, lorsqu'il n'y a pas de l'argent, le jeune ne vient pas. Vous parlez, et je vais profiter pour aborder l'orientation. Madame la journaliste, vous êtes sans savoir, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes en partenariat avec Régis Boycon et que nous travaillons dans ce sens. Le mardi prochain, nous avons une journée d'orientation. Allez-y voir combien de parents, combien de jeunes qui sont ceux-là, les parents et les jeunes qui vont manifester leur désir de venir écouter. Lorsque tu n'écoutes pas, lorsque tu n'as pas l'information, est-ce que tu peux faire quelque chose? Non. Le doyen disait tout à l'heure qu'il y a une école des métiers de numérique. Aujourd'hui, le monde est gouverné par le numérique. Maintenant, si moi je ne suis pas venu ici, peut-être que je n'aurai pas l'information. Et que ça va profiter aux étudiants, aux nouveaux bacheliers qui vont venir à cette séance le 27 à 9h dans notre centre, à Boyko ici. Tu invites les gens, ils ne viennent pas. Ils ont dans la tête être dans les bureaux. Et lorsqu'on parle de formation professionnelle, les gens vont faire les lycées agricoles et autres là, et ils vont chercher à être bureaucrates. Au lieu d'aller sur le terrain, ils pensent devenir bureaucrates. Le grand problème d'abord, c'est de les enlever de leur tête ce concept qui dit que c'est l'État qui est responsable de leur malheur. Non. Moi, je suis un exemple. Moi, j'ai commencé la vacation. Je disais au début de ma carrière, je disais, je vais faire 5 ans. Je vais être autonome. Et quand je quittais, les collègues disaient tout. Mais aujourd'hui, je suis fier dans ce que je fais. Et ça, non. C'est à cause de ça que je suis là aujourd'hui. Les gens méritent mieux, mais ils ne sont pas informés aujourd'hui parce que vous avez vu en nous l'engagement, la détermination. Et donc aujourd'hui, l'orientation dont vous avez parlé,
ce n'est même pas la faute des décideurs seuls, c'est la faute de nous-mêmes. Est-ce que nous irons vers l'information? Il faut chercher l'information. Il faut mettre, là, je ne veux pas dédouaner l'État central. Nous allons commencer par insérer. L'État central doit insérer dans la formation, même 1 heure, 2 heures, pour que les gens viennent parler. On va dire clairement aux jeunes de se détromper et que l'État ne leur garantit rien en matière d'emploi. Et c'est ça, le jeune. Ben, allez, faisons un tour dans nos villages, dans nos villes, dans nos circonscriptions. Les plus riches, sont-ils ceux qui ont les grands diplômes? La réponse est non. Et donc, c'est la pratique. La formation, c'est la théorie. La formation, c'est la théorie. Et la théorie ne donne pas. Aujourd'hui, le marché d'emploi est vraiment concurrentiel, exigu et risquant. Lorsque tu n'es pas totalement, tu n'es pas aguerri, tu n'es pas la maîtrise de ce qu'on veut, parce qu'une entreprise qui t'engage là, c'est pour avoir d'intérêt, c'est pour que tu puisses lui faire profiter des choses. Mais si tu vas venir pour l'entêter, il ne faut pas accepter. Donc l'orientation, d'abord, ce sont les parents, les jeunes eux-mêmes. Et nous les invitons, nous proposons pour les inviter pour le 27. D'accord. Monsieur Goubali, comment rendre plus pratique la formation dans notre pays? Merci, madame. Et permettez que je donne ma position sur les questions d'orientation. Et ça rime d'ailleurs avec la problématique que vous venez d'évoquer, la formation pratique. Et je ne suis pas totalement d'accord avec mon cher ami Tchaïta quand il disait que quelle que soit la formation, quelle que soit la filière dont vous vous inscrivez, c'est ce que vous voulez être qui fait de vous un grand homme. Ce n'est pas faux ce qu'il a dit. Mais il faut contextualiser le débat. Je vais vous donner un exemple. Je vais prendre le Bénin et peut-être les États-Unis ou la France ou le Japon. Quand vous allez à Paris, toutes les rues sont déjà bitumées. Il n'y a même plus une parcelle en tant que telle vide quelque part où quelqu'un va encore acheter pour dire qu'il veut peut-être construire. Dans ces pays-là, ils investissent plus, ils forment plus les jeunes dans le numérique, dans la recherche, pour travailler à la NASA, avoir des armes de pointe. C'est ça qui fait leur préoccupation. Ils n'ont plus de routes. Ah, ils ont fini de construire les routes. Ils ont fini de construire les gratte-ciel. Il y en a partout. Donc, ils investissent moins dans la formation de ceux qui vont continuer à construire des routes. Ils en ont fini. Mais au Bénin, nous sommes dans un pays où tout est à construire. Nous avons de l'espace non emblavé en termes agricoles. Nous avons suffisamment d'espace. Et nous avons une pluviométrie acceptable, qui est même enviée par d'autres pays. Et donc, qui permet à des jeunes diplômés en matière agricole de s'installer et d'emblaver des territoires. Aujourd'hui, on parle de cherté de la vie. Oui, c'est parce qu'on n'a pas assez cultivé. C'est vrai que la pluie nous a un peu fait défaut, mais si on a anticipé sur cela, si on a trouvé des chercheurs dans le domaine de la pluviométrie, dans le domaine de la climatologie, on a trouvé des chercheurs qui sont susceptibles de nous prévenir de ce qu'il y a telle chose qui devrait arriver, on n'en serait pas là. C'est dire que nous sommes dans un pays, comme j'ai l'habitude de le dire, en voie du sous-développement. En voie du sous-développement. Un pays dans lequel tout est à construire, il faut être intelligent pour ne pas former pour le chômage. Vous voyez, vous allez en France, aux États-Unis, ils ont le temps de former des gens en géographie, en philosophie. La philosophie qui se limite au discours phaseux que moi je trouve inutile, que les philosophes m'en excusent. Mais dans un pays qui a tout à faire, qui a tout à construire, le chef de l'État a raison de prôner l'enseignement et la formation technique et professionnelle. Parce que nous avons encore des milliers de kilomètres de routes à construire dans notre pays. Nous n'avons même pas d'hôtel à 5 étoiles dans le pays. C'est maintenant que Sofitel est en chantier
pour un montant de 103 milliards, ce n'est pas une immense affaire, qui emploie les jeunes. Nous n'avons pas des hôpitaux de référence dans le pays, nous n'en avons pas, il faut le reconnaître. Nous n'avons pas les infrastructures qu'il faut et notre niveau, la production agricole chez nous est encore faible. Ça veut dire quoi? Pour avancer, pour faire développer notre pays, aujourd'hui là, ce n'est pas les philosophes. Non. Mais il faut des philosophes pour penser la politique. S'il vous plaît, moi je vous dis la vérité et je vais vous donner l'exemple. Au Canada, vous savez qu'on a fermé l'école des infirmiers pendant 5 ans. C'est récent hein, ce que je dis là. Pourquoi? Parce que bon, le Canada, c'est pas à comparer au Bénin. On connaît au Canada ou en France ou aux États-Unis, on connaît tout le monde. On connaît tout le monde. Il n'y a pas un seul citoyen qui n'est pas connu. Non seulement on vous connaît, on sait le diplôme que vous avez, on sait si vous avez déjà un emploi ou si vous ne l'avez pas. On le sait. C'est connu. C'est pas, et nous encourageons le processus de RAVIP qui se fait au Bénin. L'identification des personnes, c'est très important. Je remercie encore une fois le gouvernement pour avoir démarré ce chantier du RAVIP qui fera que d'ici 1 an, 2 ans, on connaîtra tous les Béninois. On sait que telle personne s'appelle tant et vit à tant et fait tant. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit que l'école a été fermée. Mais on connaît tous les hôpitaux du pays. On connaît même les cliniques, ceux qui sont dans le privé. On connaît tous les hôpitaux. On connaît leur capacité d'embauche. Et le Canada s'est rendu compte que ils ont formé suffisamment d'infirmiers que tous les postes dans les hôpitaux sont occupés. Et pendant ce temps, il y a près de 5000 infirmiers déjà formés qui sont en attente. Pourquoi continuer de former des infirmiers? L'école des infirmiers a été fermée pendant 5 ans. Pourquoi? Parce que ils ont fait le calcul de sorte que les infirmiers qui sont en fonction, il y en a qui sont à 5 ans de la retraite. Il y en a qui sont à 2 ans de la retraite. Il y en a qui sont à 3 ans de la retraite. Et ils estiment que ceux qui sont en chômage et qui gonflent l'effectif des chômeurs seront recrutés quand ceux-là vont partir. Donc, il n'est pas question de continuer à former pour dire il y a des chômeurs, il y a des infirmiers qui chôment. Vous comprenez un peu? Donc, le Bénin, si le Bénin veut être une nation sérieuse, le Bénin peut fermer la faculté de géographie et d'histoire. Je n'ai pas dit que c'est ce qu'il faut faire, mais on peut fermer ça. Je vais vous expliquer pourquoi. L'État a recruté des aspirants historiens géographes pour enseigner dans les écoles. Et quand vous prenez l'histoire et la géographie, c'est la discipline dans laquelle on a fini de recruter le nombre d'enseignants qu'il faut pour couvrir toutes les écoles du Bénin. On a fini de recruter. Et le nombre d'aspirants, même admis dans la base de données, qui n'ont pas encore trouvé de place, dépasse le nombre qu'on a recruté. Mais pourquoi les 53 000 baccalauréats évoqués par mon cher ami Topon, pourquoi parmi eux, 10 000 iront encore en histoire et géo? Pour devenir quoi au Bénin? Ça là, ils ont décidé de se faire former pour le chômage. Il faut qu'ils comprennent. Le nombre d'historiens et géographes diplômés, non recrutés et au chômage dépasse le nombre de ceux qui travaillent. Là, il faut réfléchir pour savoir si la faculté là a encore sa raison d'être. C'est pour ça que apprendre à faire quelque chose de sa main, c'est très important et le chef de l'État est en train de tabler sur ça. La formation professionnelle, la question d'orientation que vous avez posée, c'est là qu'il faut envoyer les jeunes aujourd'hui parce que le jeune, et mes prédécesseurs ont bien fait de le dire, l'État ne pourra pas recruter plus de 4% des diplômés qui sortent. Quel est le métier que vous allez apprendre? Ceux-là, ils ont été très ingénieux. Ils n'ont pas fait une filière professionnelle, mais ils ont été très... Mais je parle de mes 2 prédécesseurs, mes 2 co-animateurs de l'émission. Ils ont été très ingénieux, malgré qu'ils ont fait des filières de pure littérature ou de pure science non pratique. Mais ils ont eu le génie d'entreprendre. Et pourquoi pas d'entreprendre dans des domaines qui dépassent leurs compétences et de s'attacher des compétences. Ils ont été ingénieurs, il faut leur en être reconnaissant. Mais aujourd'hui, lorsque vous avez un problème d'électricité à la maison, il faut un jeune capable de répondre présent et de faire le travail. Pour ne pas attendre l'État, pour être bureaucrate, il faut savoir faire quelque chose de sa main.
il faut savoir faire quelque chose de ça, mais, M. Romain Nocon, est-ce que les parents ont les moyens aujourd'hui d'envoyer leurs enfants dans les universités professionnelles, dans les centres de formation professionnelle et lycées? Pour cette question, je réponds immédiatement et automatiquement oui. Oui, en ce sens que les parents ont la capacité, tel que le doyen est en train de dire, les parents ont la capacité d'envoyer les enfants dans les universités les plus réputées au Bénin. D'accord? Et c'est là où je rejoins encore mon doyen, Goubali, qui dit l'orientation. L'année surpassée, à partir de l'année surpassée, depuis l'année surpassée, moi j'ai des filles qui ont le bac et qui sont venues me voir pour dire, professeur, qu'est-ce que je vais faire et au retour, je ne veux pas vendre de la fétine au bord de la voie. C'est aussi un métier. Oui, j'ai dit. Tout à fait. J'ai envoyé 5 filles pour aller se faire former dans la couture, dans le stylisme. Je te dis, 6 mois après, elles sont venues me donner des tenues bien cousues. Et elles ont commencé à gagner de l'argent. L'année passée, il a envoyé 10. Cette année maintenant. Et je suis en partenariat avec, tu sais, gens du centre de formation à Cotonou, ici et autres. Pour te dire, un parent qui est prêt à envoyer son enfant dans une école universitaire, payer 400 000 francs et autres, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin. Avec 400 000 francs, moi, je vous donne des centres de formation pratiques où, avec 400 000 francs, 600 000 francs, tu finis ta formation et tu es autonome, tu es toi-même. Mais on a besoin de toutes les compétences dans notre pays. Oui, je suis d'accord. Les compétences analysent. Dites-vous, je parlais, les gens qui ont fait des formations professionnelles. Je prends, oui, des formations professionnelles, des centres de santé, des centres de formation professionnelle qui ont pendant 3 ans et qui vont revenir sur le terrain et tu leur dis de faire quelque chose de. Le doyen disait tout à l'heure, si tu as un problème d'électricité, le jeune du quartier qui est un électricien peut régler ce problème-là. D'accord? Tu as un problème de tabac manger et autres là. Le jeune, vous savez, et c'est ça ce que nous voulons. Maintenant, quand tu envoies ton enfant aller faire la technique et autres là, l'enfant peut aller là-bas, dans un centre professionnel, il revient à la maison, tu lui dis, j'ai tel problème et il est incapable de régler. C'est ça, de ça nous parlons. Est-ce que de cette formation professionnelle nous voulons? Non. Et donc, nous devons choisir d'abord, je dis, se faire former, c'est avoir un projet. Et lorsque l'enfant a un bon projet, on le dirige, on l'oriente vers les centres de formation. L'État aussi, le gouvernement est en train de faire, aujourd'hui, tout le monde sait, même les parents d'élèves savent que le chef de l'État est en train de prôner les formations professionnelles, les formations techniques et professionnelles. Lorsque vous avez envie d'envoyer vos enfants dans des centres de formation, vous vous rapprochez des sachants qui vont vous guider, qui vont même vous alléger la tâche. On ne peut pas faire une délégation à aller voir le gouvernement dans ce sens. Accompagner le gouvernement dans ce sens, vous aurez les issues. Parce que l'argent que vous payez, l'argent qu'on paye dans les universités au-delà, est largement suffisant pour envoyer les enfants. S'il y a une bonne information, envoyer les enfants dans des centres professionnels adéquats pour qu'on ne sorte pas chômeurs. Parce que les centres forment beaucoup de chômeurs. Alors, monsieur le directeur, est-ce qu'il suffit d'avoir dans notre pays des scientifiques, des professionnels, des techniciens pour régler tout le problème du chômage? Si réellement nous voulons régler le problème du chômage, je suis d'accord, le gouvernement a sa part, a une responsabilité, parce que le système éducatif béninois, comme d'autres pays même, est dépassé et mérite d'être adapté. Ça fait un. Maintenant, c'est pas, les parents ont aussi un rôle, mais surtout les jeunes, le grand rôle revient à eux, parce que c'est leur vie, c'est leur destin, c'est leur avenir qui est en jeu. Pas d'excuses pour échouer. Il n'y a pas d'excuses. Maintenant, pour ces centres un peu partout, ça là, c'est pour l'avenir, comme je l'ai dit. Maintenant, ceux qui sont déjà diplômés, ce n'est pas eux qui iront dans ces centres que le gouvernement veut créer. Donc, d'abord, je vais leur parler en disant quoi? S'ils veulent chercher emploi, il y a aussi des techniques pour chercher emploi. D'où il faut être informé
pour savoir, parce que même les 80% des emplois là ne font pas objet de publicité. Ça, c'est un secret. Le 80% des emplois ne font pas objet de publicité. Moi, j'ai dit que le Centre américain m'a employé. Ce n'est pas sur publicité. C'est des stratégies pour avoir. Donc, il faut aussi être informé des stratégies de bien chercher l'emploi et de l'avoir. Ça fait un. Maintenant, lorsque tu es employé, maintenant, ne t'arrête pas là. Parce que tu ne sais pas quand on va te sauter. Non, ça, c'est une vérité. N'accuse pas l'État, même si l'État t'engage. Mais vous avez vu récemment même l'arrivée de nouveaux présidents, des agents ont été licenciés. Non seulement, il y a des privés aussi qui licencient. Donc, lorsque tu cherches emploi, il faut avoir de bonnes stratégies pour chercher emploi. Mais lorsque tu obtiens l'emploi, mon ami, ne t'arrête pas là. Tu dois chercher aussi. Tu trouves du travail maintenant, trouve du travail à ton argent. L'argent que tu commences à gagner en tant qu'employeur maintenant, trouve du travail à ton argent. Pour que ton argent commence à travailler pour toi. Si tu n'as pas cette stratégie, mon cher, d'abord tu vas passer à côté. D'abord tu vas commencer peut-être par investir dans des boissons, dans des filles. Ça, moi je suis dans la pratique, dans la réalité. Mais lorsque tu commences, tu as une vision pour ton argent, mon cher, tu sais que si tu as 10 000, tu sais là où il ira. Si tu as 20 000, tu sais là où il ira. Et comme ça, je te dis dans 10 ans, dans 20 ans, écoutez, les gens vont t'envier. Et ça passe. Je vais encore dire quoi? L'agriculture, je vais parler de l'agriculture. Pour le secteur qui reçoit, qui englobe, qui absorbe la majorité des chercheurs d'emploi à 70%, c'est l'agriculture. Toutes catégories confondues. Au Bénin, comme dans tout l'espace de la CEDEAO, c'est 70%. Maintenant, donc, peu importe si tu es allé à l'école ou pas, 70%. Donc, le gouvernement aussi doit rendre l'agriculture attrayante. L'agriculture doit attirer. Donc, il faut moderniser, pas seulement la mécanisation, il faut mécaniser, il faut mettre aussi des systèmes en place pour attirer les jeunes. Parce que nous avons le lycée agricole. Mais le lycée agricole de Sekou et autres, mais écoutez, les gens sortent et veulent aller au bureau. Ne peut même pas aller faire maraîchage ou quoi. Parce que certainement aussi que c'est pas attirant ou bien les trucs. Donc, il faut rendre l'agriculture attrayante pour que ça attire les jeunes. Pour que ça ne soit pas laissé, ça ne soit pas vu comme un métier de pauvreté, vraiment de précarité. Non. Maintenant, à part cela, à part l'agriculture, le deuxième secteur quand tu rates l'agriculture, il faut aller, ça c'est l'entrepreneuriat. Ça, c'est l'entrepreneuriat. Donc, si tu es employeur, tu dois chercher à être entrepreneur. C'est-à-dire, on t'a employé quelque part, en train de travailler, cherche à être entrepreneur. Ouvre une boutique, il y a les mobile money un peu partout, ouvre. Mais quelqu'un là, un jour peut-être, lorsque tu seras licencié, mais tu licencies l'autre et tu t'installes. Tu ne seras plus chômeur. Donc, l'entrepreneuriat, englobe aussi 80% parce que, par exemple, il faut faire preuve de dynamisme. Il faut faire preuve de dynamisme pour ne pas être chômeur, saisonnier ou chômeur. Il y a plusieurs types de chômage et il y a jusqu'à 9 types de chômage. On n'a plus le temps de... Donc, le développement, ça ne commence pas à l'industrialisation. Même aux États-Unis comme en Chine, ils ont commencé par l'entrepreneuriat. Le travail individuel, après maintenant familial, entreprise individuelle, entreprise familiale, avant d'aboutir à l'industrialisation. Donc, il faut que le Bénin, le gouvernement, tout le monde s'engage à ce niveau pour qu'on développe le pays. Sinon, non, on n'ira pas loin. Je vous remercie. Nous allons permettre aux auditeurs d'intervenir dans ce débat. 96 17 00 95 76 95 85. Bonjour. Oui, Madame Nathalie, bonjour. Bonjour, Monsieur Afouda. C'est exact. Je suis Bernard Flavien Afouda, je vous appelle de Boycon. Je salue vos invités. Quelques préoccupations. La première, quelles sont les vraies causes du chômage des jeunes en fin de formation au Bénin? Quelle est la différence entre chômage et sous-emploi? De quoi retourne le partenariat décentralisé pour l'emploi? C'est vrai que pour solutionner la problématique de l'emploi,
l'État s'est proposé d'orienter les apprenants à la formation technique et professionnelle. Cette option ne va-t-elle pas créer d'autres problèmes dans les autres entités, puisqu'on n'aura pas à faire seulement avec les techniciens dans les autres structures? Voilà. Si jusqu'à présent, le Bénin se voit être confronté au problème de chômage des jeunes en fin de formation, je me demande à quoi ont servi les réformes curriculaires des années 90 et qui avaient pour objectif d'identifier les défaillances structurelles pour plus d'efficience dans nos systèmes éducatifs. Donc je veux comprendre pourquoi on est encore à ce stade-là aujourd'hui. Et pour finir, j'aurais aimé que le dernier intervenant de tout à l'heure, qui dit qu'il a des stratégies pour les richesses d'emploi, j'aurais aimé qu'il partage ça à nos enfants et à nos petits-enfants. Bernard Flavien Fouda, je vous remercie. Merci à vous. Un autre. Bonjour. 96 17 00, vous êtes déjà en direct. Bonjour. Quelques difficultés. 96 17 00, 95 76 95 85 pour participer à l'émission. En attendant de recevoir d'autres auditeurs, nous allons nous intéresser aux questions de M. Afouda. Bonjour à vous, auditeur. Oui, bonjour, mesdames et messieurs. On m'appelle Koukou Dossa. Monsieur Dossa. Merci. Je voudrais d'abord remercier les invités et vous remercier pour la qualité du débat que vous menez. J'ai suivi avec attention les interventions des uns et des autres. Mais il m'a plu d'intervenir parce que je suis en train de comprendre que la question du chômage et d'insertion des jeunes au Bénin n'a pas encore trouvé la formule juste. Et pour élucider mes propos, je voudrais d'abord faire remarquer, comme l'a dit M. Goubali, que les filières comme la géographie, la psychologie, la sociologie, etc. n'ont plus leur licence d'être. Parce que par le passé, nos universités avaient formé des jeunes pour ces genres de filières qui, jusqu'aujourd'hui, n'ont pas trouvé un emploi pour pouvoir quand même faire face aux besoins quotidiens. Alors, le gouvernement de la rupture a pensé à l'insertion des jeunes, mais à travers un programme spécial qu'on appelle PSI, par exemple. Ce programme qui ne vise rien que d'embaucher les jeunes ayant un profil professionnel qui ne sont peut-être que 5%, 5% sur ce qui est de ces jeunes diplômés sans emploi. Quel sera alors le devenir des 95% de jeunes formés en géographie, en sociologie, en psychologie et qui sont restés à la maison? D'accord, merci à vous. Un autre année, bonjour. Bonjour, on retrouve dans ce studio M. Evalin. Alors, des jeunes qui ont été formés en psychologie, en géographie et autres, qui sont sans emploi, quel est leur avenir aujourd'hui? Oui, au fait, j'ai évoqué la question des historiens géographes ici, mais en termes des métiers de l'enseignement. Un géographe ne sait pas qu'enseigner. Encore que, a priori, les géographes, ils ne sont pas formés pour enseigner. Il y a des filières en géographie qu'on appelle développement local, aménagement du territoire, ainsi de suite. Un géographe peut travailler à la mairie pour aider les autorités locales à mieux penser la politique de l'aménagement de leur territoire. Voyez un peu. Mais il se fait malheureusement que les historiens géographes, les philosophes et autres, au Bénin ici, lui il est professeur d'anglais, mais il est allé créer son entreprise. Mais ceux qui font l'anglais aussi et autres au Bénin ici, l'anglais fait partie aussi des disciplines dans lesquelles il y a plus
cadres formés en attente que de cadres recrutés dans les écoles. L'anglais en fait partie. J'ai évoqué le cas des historiens géographes parce que c'est le plus pointu. C'est là qu'il y a une flopée de cadres en attente. Mais il faut comprendre que le seul métier, quand vous faites l'anglais, quand vous faites l'histoire ou la géographie, la philosophie et autres, ce n'est pas l'enseignement. Donc, ces jeunes qui ont eu le temps de chômer déjà pendant 1-2 ans depuis que le système de l'aspiranat a commencé, ceux qui ne sont pas acceptés comme aspirants parce que n'ayant pas atteint le seuil de réussite, ont compris déjà qu'ils sont contraints au chômage. Et je suis sûr que les réflexions auraient évolué à leur niveau dans le sens de l'entrepreneuriat. Et il y a des entreprises qui ont été créées avec 0 franc. Du coup, il va falloir que l'État aussi les accompagne. Pourquoi pas? Je vous dis, j'ai un chantier que je dirige actuellement pour mon frère aîné qui est en train de construire. Et j'ai demandé au maçon de me trouver un plombier. Il est allé m'amener un de mes anciens élèves que j'ai gardé en terminale. Il vient, il dit, mais toi, je ne te connais pas. Il dit, oui, professeur, vous m'avez gardé en terminale. Mais tu avais eu le bac? Il dit, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, le jeune me répond qu'après son bac D, il est allé s'inscrire en droit à l'université. Et que lorsqu'il est allé suivre son premier cours de droit, l'amphi était débordé. Et il n'avait pas pu trouver de place, même pour s'asseoir à l'intérieur de l'amphi. Et que pendant ce temps, il se demande le nombre de spécialistes du droit qui sont déjà en attente et qui n'ont pas trouvé de l'emploi. Et que quand il est rentré, il a dit à ses parents de lui payer une formation dans un centre professionnel. Et c'est là qu'il est allé faire la plomberie et l'électricité à la fois, bâtiment. Et qu'il est sorti et qu'il travaille maintenant, il gagne son pain. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut penser la chose. Et non, tout le monde veut enseigner, tout le monde veut travailler pour l'État. Et monsieur Flavien, il faudra aborder des problématiques si vous avez encore les questions. Oui. J'ai bien envie. Le fait d'orienter les gens vers l'enseignement scientifique, la formation technique professionnelle, est-ce que ça ne va pas créer de problèmes à ceux qui sont déjà dans ce secteur? Non, ceux qui sont déjà dans ce secteur, tout le monde sait que le secteur-là, j'ai démontré, je vais donner plein d'exemples, j'ai démontré déjà ici que sur le plan professionnel, technique, sur le plan de la production et de la construction, nous manquons de ressources qualifiées. Et ça, là, c'est clair. Je vous dis même, il y a des métiers où on n'a pas besoin d'avoir le bac. Et qui sont pourvoyeurs d'emploi aujourd'hui, mais on n'en a pas. Je prends l'exemple de la conduite des engins lourds. Les différentes routes, asphaltage par-ci, route inter-état par-là, il y a les engins lourds que les gens conduisent pour concasser les granites, les ramollier et en faire le goudron, pour dessoucher les arbres qui sont sur les espaces habitumés, et ainsi de suite. Mais très peu de Béninois se sont formés pour conduire ces engins lourds. Et le gouvernement est en train d'initier un lycée technique, après qu'on ici d'ailleurs à Soro-Romain, qui ne s'occupera, c'est ça qu'on appelle le lycée thématique, ça ne s'occupera que de ça, la formation en BTP et en conduite d'engins lourds. Moi, je suis à Porto-Novo où je travaille, mais les chantiers de l'asphaltage dans la ville de Porto-Novo, mais j'ai rencontré des Nigériens qui conduisaient les engins. Puisque je l'ai abordé, je lui ai parlé le fond, le cours, le français, il n'arrivait pas. Et il a commencé par me parler l'anglais. Il dit, mais ça veut dire qu'on n'a pas pu trouver des Porto-Noviens sur cette route de conduire l'engin là. Et on est allé en chercher au Nigeria. C'est dire que il faut orienter la formation vers les domaines où le besoin est là. Et on sait que dans le domaine technique et professionnel, le besoin est là. Il faut éviter de former pour le chômage. C'est ce qui est en train de se passer. Mais le chef de l'État ou le gouvernement actuel n'ambitionne pas de fermer le cycle général. Le secteur de l'enseignement général ne sera pas fermé. Mais il y a une tendance à inverser. Nous avons moins de 10% de nos apprenants qui sont dans la formation professionnelle. Plus de 90% de nos enfants font une formation pour avoir le diplôme sans savoir ce qu'ils feront demain. C'est cette tendance que le gouvernement veut inverser en disant, lorsque les enfants a son CEP, il n'a qu'à s'inscrire dans un métier. Je veux devenir comptable. D'accord, vas-y, commence la première année AC. Je veux devenir menuisier moderne. Ce n'est pas le menuisier de notre rien. Menuisier moderne industriel. Il y a la filière là dans les lycées techniques. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le diagnostic
est là. C'est que les lycées que nous avons aujourd'hui n'ont pas la capacité d'accueil qu'il faut. Les apprenants qui ont le BPC aujourd'hui, ils sont nombreux à frapper à la porte des lycées. Et on la leur ferme. Parce que le lycée qui ne peut prendre que 30 élèves en mécanique générale, il y a 100 qui font la demande. On fait un concours, on prend les meilleurs, on renvoie les autres. C'est à ça que le gouvernement veut répondre en créant plus de lycées pour pouvoir absorber tous ceux qui désirent apprendre un métier. Ils sont nombreux, des élèves que je vois chaque année, qui veulent faire un lycée agricole et on leur dit qu'il n'y a pas de place. Ils sont obligés d'aller s'inscrire en série D, série A pour devenir des littéraires, se former pour discourir. Or, nous sommes dans un pays où on a faim. Aussi, monsieur Goubali. Voilà. C'est un peu de ça qu'il s'agit. Il faut orienter la formation vers l'emploi. Et je crois que le gouvernement s'y met. Ce n'est pas sans risque. Il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'initiative sans faiblesse. Ce n'est pas sans risque non plus. Il y a des risques, mais il va falloir accompagner le gouvernement dans ce sens pour qu'on puisse anticiper sur les risques liés à la réforme et permettre véritablement à nos jeunes de s'en sortir gagnants. Alors, monsieur le directeur, vous voulez réagir? Oui, bon, j'ai compris mon doyen, mais de toute la façon, moi je suis là beaucoup plus parler aux jeunes, des choses plus pratiques, plus techniques. Voyez, parce que même le gouvernement, quelle que soit sa politique aussi, doit aussi, en tout cas, dire aux gens que vraiment, vous aussi, vous devez travailler pour y arriver. Parce que le gouvernement éphémère, notre viendra avec sa politique. Donc, on a vu plusieurs gouvernements. Qu'est-ce qu'on a changé? C'est la même chose et puis même chose. Mais, ou bien un peu de progrès, puis les choses restent stagnantes. Donc, il faut que ça change. Il faut que le gouvernement travaille, mais qu'on dise aussi aux jeunes aussi ce qu'on leur dit. Mais que le gouvernement ne dise pas avec moi là. Vous pouvez avoir tout. Que ça ne soit pas aussi ainsi. Maintenant, je vais répondre aux questions de M. Afouda, je crois bien, qui demandait quelle différence il y a entre le chômage et le sous-emploi. Je vais dire que le sous-emploi est un élément de chômage. C'est le chômage qui amène sous-emploi. Et sous-emploi, il y a le sous-emploi financier, ça veut dire que la personne travaille et il est sous-payé. On ne le paie pas. C'est-à-dire selon le travail qu'il fournit. C'est-à-dire, ça s'appelle sous-emploi financier. Il y a aussi le sous-emploi mental, c'est-à-dire ses études et le travail qu'il a trouvé ne sont pas en adéquation. Donc, ça, c'est le sous-emploi physique et le sous-emploi mental. Il y a le sous-emploi physique aussi qui amène, et c'est un emploi qui n'amène pas le travail à la capacité de faire au-delà, mais l'emploi exige un peu seulement. Donc, ça, c'est le sous-emploi. Et bien d'autres, il y a aussi le sous-emploi, en tout cas, de friction, beaucoup de choses. Maintenant, et on parlait des causes. Des causes, les réelles causes du chômage. Le monsieur a posé la question et je vais dire, la première des choses, on a parlé du système éducatif défectueux et aussi nos plans de développement sont défectueux. Les leaders politiques, leur plan de développement, non, à un moment donné, c'est défectueux. Disons les choses telles quelles. Ça, on attend de voir d'abord, parce que pour le moment, nous sommes à l'étape en tout cas, de la théorie. Donc, jusqu'au-là, les plans de développement sont défectueux. Disons les choses telles quelles. Autre chose aussi, il n'y a pas d'industrie pour absorber ces gens. Aussi, le système éducatif, le système d'agriculture est pauvre. Le système d'agriculture est pauvre et non attrayant. Ça n'attire personne. Autre chose que je ne peux pas oublier aussi, c'est quoi? Le nombre d'entrepreneurs pour créer d'emplois ne sont pas assez. Parce qu'il faut que des gens créent emploi pour prendre d'autres personnes. Donc, il n'y en a pas. Donc c'est pour ça que je demande aux jeunes, s'il n'y a pas d'entrepreneur, alors pour t'employer, alors toi, sois entrepreneur. Sois ton propre patron. Merci. Alors, monsieur Dopon, les jeunes aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'un jour, on va arriver à un niveau où chaque jeune qui sort d'une formation, d'université ou bien d'un centre de formation puisse avoir un emploi automatiquement? Oui, c'est possible. C'est possible. Lorsque nous nous référons à ce que le doyen dit, l'exemple du Canada et autres là, je reviens au gouvernement pour dire, c'est le gouvernement qui connaît les manques, les secteurs où il y a manque d'éléments, de main-d'œuvre. C'est lui qui a les statistiques. Les statistiques. Et là, nous devons commencer par orienter la formation dans ce sens. Et qu'est-ce qu'on veut? Lorsque le jeune, dans son quartier, il sait que son grand frère a fait une formation
et à la fin de la formation, il a trouvé un emploi. Ça l'intéresse. Ça va, l'employeur va dire, attention, si c'est ça, alors là, je dois mourir. Et c'est pourquoi il faut faire les statistiques, et s'il faut fermer des entités, de les fermer. Le gouvernement, moi, je l'encourage à le faire. Parce qu'il ne sert à rien de former l'intéressé à coût de millions et qu'il revienne rester à la maison. Et c'est ça là tout ça là contribue à la crise cardiaque que nous avons dans les maisons et autres. Les parents qui investissent des millions pour former un enfant. L'enfant vient rester à la maison du matin au soir et devient une charge. Ça commence par faire réfléchir aux parents et les crises cardiaques viennent. Donc, moi j'encourage l'État central à fermer s'il faut fermer. D'accord. D'accord. Nous sommes et là, pratiquement en plus de ça, lorsque nous parlons de la création d'entreprises, il faudrait que le gouvernement facilite la tâche aux créateurs d'entreprises, aux jeunes qui ont des initiatives, et qu'on les forme techniquement, d'accord, mentalement, pour la création, parce qu'il n'y a pas de création sans risque. Et il faudrait que le jeune soit animé de cet esprit déjà avant d'y entrer. Sinon, un peu de difficulté amène le jeune à abandonner. Donc, il y a tout ça là. Il faudrait que le gouvernement favorise, crée des conditions favorables à la création d'entreprises, crée des conditions pour l'insertion professionnelle, pour la formation, et qu'il nous donne des statistiques et qu'on commence par vulgariser ça dans les écoles primaires, publiques et autres là, pour que les parents puissent s'informer davantage et commencer par orienter les enfants dans ça. Merci. Nous allons faire un dernier tour de table pour vous permettre de conclure. On démarre par vous, M. Adjaïton. Merci beaucoup, Madame la jeunesse. Je remercie beaucoup Dieu, l'éternel Dieu, qui m'a donné cette opportunité au travers de vous de m'exprimer, de dire quelque chose à la jeunesse, parce que c'est eux, c'est la jeunesse, elle que vraiment... Maintenant, moi, pour dire, en tout cas, pour finir, avant de finir, parce que je dois répondre à une question à l'auditeur qui parle des stratégies pour chercher emploi. Donc, ok, d'accord. Donc, je vous remercie, et Madame la journaliste, et je serai toujours prêt à répondre à vos appels pour une prochaine fois. Merci. Merci beaucoup. Pour finir, je voudrais inviter les parents d'élèves, les parents de bacheliers, les nouveaux bacheliers à notre séance d'orientation gratuite qui sera faite le mardi prochain à 9h dans notre centre à côté de Bekeba. Merci beaucoup et très bonne journée à vous. Monsieur Goubali, pour conclure. Merci bien, Madame la journaliste, pour la pertinence de la thématique que vous avez bien voulu aborder ce matin. Ça intéresse la jeunesse, ça intéresse les parents, et parce que les résultats sont sortis. Certains ont eu le BPC, d'autres ont eu le bac. Ceux qui ont eu le BPC vont faire la seconde dans quelle filière? C'est aujourd'hui la question. Ceux qui ont eu le bac vont s'inscrire où? Est-ce qu'ils veulent encore devenir géographe? La question se pose, et vous avez bien choisi le temps pour aborder la thématique. Je voudrais suggérer au gouvernement, si les autorités compétentes sont à l'écoute, suggérer que je voudrais marcher dans le même sens que mes deux co-animateurs de l'émission, pour dire que les lycées techniques qui sont en projet pour être construits et qui sont évoqués par le gouvernement, que dans chaque lycée, il y ait un centre d'incubation pour permettre, c'est-à-dire, lorsque je suis en train de me former pour être mécanicien, pour être menuisier ou pour être plombier, en même temps, je reçois des formations en entrepreneuriat. Ils ont insisté sur ça et c'est pertinent. Donc, que dans chaque lycée, il y a un centre pour leur permettre d'apprendre à entreprendre. Là, l'individu sort du lycée avec un projet d'entreprise. Il ne sort pas du lycée avec une attestation qu'il ira déposer à des gens pour leur demander de l'emploi, mais il sort avec un projet. Et lorsque les gens sortent, mon cher ami Toko a parlé d'accompagnement, c'est vrai, le gouvernement peut aller jusqu'à trouver un fonds pour l'emploi des jeunes qui vont sortir. Et ceux qui vont sortir avec leur projet, on peut mettre les projets en concurrence, choisir les meilleurs et les financer. Ceux-là vont sortir du lot des chercheurs d'emploi et le pays se portera mieux.
Merci beaucoup à vous. Nous sommes à la fin de cette émission Opinion consacrée à la problématique de la formation de l'insertion professionnelle des jeunes. Nous avons reçu M. Mac Valé Goubali, ingénieur en énergétique et chef du service du suivi évaluation à l'école de formation des professionnels d'encadrement de l'éducation nationale. M. Joseph Adjaïtor, enseignant des langues étrangères et écrivain. M. Romain Docpon, président d'ONG spécialisé dans la formation et l'insertion professionnelle. Nous retenons que les parents doivent aider les enfants à faire un bon choix pour leur avenir professionnel. Les jeunes qui sont sur le marché de l'emploi doivent faire preuve d'ingéniosité pour s'insérer dans la vie professionnelle. L'État aussi se doit d'accompagner les jeunes à mieux réussir leur vie professionnelle. Voilà, Tomo a assuré la partie technique. Au micro, Nathalie Alotipa. Merci à tous et à dimanche prochain.